Bonjour Anne-Emmanuel Bourgault, merci Bonjour. d'avoir accepté de participer à cette série d'entretiens organisés par démocratiedirect.be. Est-ce que vous pourriez vous présenter succinctement? Oui, donc je suis professeure à l'Université de Mons et je suis en charge du cours de droit constitutionnel et histoire du droit, droit et liberté. Et dans ce cadre et dans le cadre de mes recherches, je m'intéresse particulièrement au rapport entre droit et démocratie et aux évolutions contemporaines de la démocratie. Voilà. Est-ce qu'il y a des éléments particuliers dans votre parcours, des événements qui vous ont marqué, qui ont amené votre intérêt à la question démocratique? Ah, c'est une question géniale, ça j'adore. En fait, je vais vous dire, moi j'étais de l'autre côté du mur. Donc j'ai commencé une thèse de doctorat euh, tout à fait classique parce que toutes mes formations intellectuelles avaient contribué à cette conviction que le meilleur régime qui soit et la quintessence de la police, voilà, c'était la démocratie représentative. Et donc, j'ai commencé une thèse sur le grand moment de la démocratie représentative, l'élection. Et on m'avait appris dans mes manuels de droit que la démocratie représentative, c'est ce qu'il y avait de mieux. J'avais beaucoup dit ça et entendu ça et même écrit ça quand j'avais travaillé dans un parti politique. Et donc, voilà, j'ai commencé une thèse sur l'élection. Et puis, il m'est arrivé la chose que je souhaite à tout le monde, c'est que comme c'était une vraie thèse, que donc j'étais au départ, il y avait un doute fondamental, j'ai terminé ma thèse en pensant le contraire de ce que je pensais au départ, puisque je me suis penchée sur 1830, et puis cet autre grand moment, 1919-1921, suffrage universel masculin, donc pas universel, 48 et puis les grandes étapes du fédéralisme. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les choses étaient très claires dès le départ. On ne voulait pas faire de la démocratie, on voulait faire autre chose et que dans les étapes du gouvernement représentatif, on avait démocratisé un élément du gouvernement représentatif, à savoir le droit de vote, et évidemment que c'est génial, aussi le droit d'éligibilité. Et l'un ou l'autre autre principe du gouvernement représentatif, mais que par exemple sur la décision politique et le fait de permettre aux citoyens de décider, ou sur la manière de délibérer, ou encore sur la manière de pouvoir contester les décisions politiques, bref, il y avait plein d'éléments qu'on n'avait en fait pas démocratisés. Et donc, j'ai commencé ma thèse sur une thèse de droit électoral et je l'ai terminée sur une histoire de la démocratie qui montre que, au fond, on a formulé beaucoup de promesses de démocratisation du gouvernement représentatif, mais qu'on les a très peu tenues. Effectivement, je pense que c'est une bonne introduction pour notre entretien. Une évolution souhaitable peut-être pour une majorité de Belges. Est-ce que vous seriez d'accord avec la phrase bien connue attribuée à Abraham Lincoln, président des États-Unis de 1860 à 1865, déclarant que la démocratie était le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple? Oui, je suis tout à fait d'accord avec cette phrase, tout en reconnaissant comment dire, elle nous aide pas beaucoup, au fond. Elle nous aide pas beaucoup, cette phrase, parce que ceux qui pensent qu'on peut, comme c'était mon cas avant, que la démocratie représentative est le régime démocratique le plus souhaitable, le plus performant ou le plus efficace, ils ne pensent pas trahir cette phrase-là, vous voyez. Donc on peut très bien avoir cet idéal de faire un gouvernement pour le peuple, par le peuple, dans l'intérêt du peuple, et être un ardent défenseur de la démocratie représentative. Je le sais, et pourquoi je le sais? Parce que moi je pensais ça avant. Parce que, en fait, si vous voulez, dans les termes même de démocratie représentative, c'est ça le péché originel. C'est qu'on a contracté deux termes antinomiques, au fond. Et donc, quand on dit démocratie représentative, c'est comme si on disait un vélo automobile ou un mammifère reptile. Et ça, du coup, ça nous empêche, si on est d'accord qu'il faut bien nommer les choses pour bien les penser, eh bien, ça nous empêche de bien penser les choses parce que
la démocratie représentative, c'est en fait, si on devait être très précis, un gouvernement représentatif dans lequel on a démocratisé le droit de vote. Et c'est des profonds démocrates, vraiment, qui pensent que la démocratie représentative, donc ce gouvernement représentatif qui a démocratisé le droit de vote, ils pensent que c'est vraiment la manière de mieux servir la démocratie comme vous l'avez défini. Et moi, au contraire, depuis ma thèse de doctorat, je pense qu'en fait, ça ne suffit pas. Et donc, cette phrase, très bien, je suis totalement d'accord, et bien sûr, mais après, elle ne nous aide pas beaucoup. Pas assez. Oui, il faut parvenir à définir clairement ce qu'on entend par le peuple. Est-ce qu'on peut penser que le régime politique belge peut être qualifié d'ultra-représentatif, au sens où on n'a vraiment pas la moindre once de possibilité pour les citoyens de participer à la décision? Alors chacun son jargon, hein, mais oui, on pourrait le qualifier comme tel. Moi, je dis surreprésentatif. Ah, d'accord. Mais bon, c'est vraiment une question à faire de mots et pas à faire de sens. Oui, oui, on est dans un pays, et ça, les études le démontrent en fait. On est un des pays européens qui s'est le moins ouvert à des mécanismes de démocratie directe. C'est tout à fait clair. Mais il n'y a pas qu'en ce sens que l'État belge est surreprésentatif. C'est que non seulement donc il a peu démocratisé la décision politique, il a démocratisé le droit de vote, mais pas la décision politique, mais en plus, au sein de cette démocratie représentative, il y a un autre problème, c'est que les parlementaires, qui sont donc en fait nos porte-parole et qui sont notre manière à nous citoyens d'exister, puisque c'est le canal exclusif de participation et de représentation, ces parlementaires ont de moins en moins de choses à dire. Parce qu'on est dans un État qui est en train de se hyper-exécutiviser. C'était vrai avant le Covid, ça s'est renforcé pendant le Covid et ça reste vrai maintenant. Ce qui veut dire très concrètement que les parlementaires ont, et c'est quelque chose qu'il faut dénoncer, de moins en moins de pouvoir, de moins en moins de marge de manœuvre au profit d'exécutifs de plus en plus puissants. Et donc ça, par ricochet, ça atteint aussi évidemment le caractère démocratique de notre gouvernement représentatif et plus exactement, ça renforce ce côté surreprésentatif ou hyper représentatif parce que, comment dire, ça commence à devenir long en fait le chemin entre l'expression du citoyen et la décision politique. Il est déjà long si le chemin, il en faut passer toujours par l'élection tous les 5 ou 6 ans. Parce qu'alors, en plus, on émet une opinion sur tel ou tel candidat qui est peut-être ou non lié, qui par ailleurs participe peut-être au pouvoir, bref, le chemin est long. Mais si en plus, c'est pas ceux qu'on a élus qui décident, mais les exécutifs qui sont l'émanation majoritaire, en général, d'une assemblée, waouh, alors oui, on peut en ce sens-là parler aussi de super ou sur ou hyper représentativité, parce que c'est même plus les 20 km de Bruxelles, là, c'est les 100 km de Mons. Vous avez étudié l'histoire de nos institutions belges. Est-ce qu'à certains moments donnés dans cette histoire, la Belgique a frôlé la mise en place d'un dispositif référendaire? En fait, vous savez, il y a un épisode que j'adore vos questions, merci beaucoup. Il y a un épisode qu'on ne connaît pas du tout, que j'ai découvert avec stupéfaction grâce à ma thèse et grâce à Jan Bellars, éminent constitutionnaliste d'Anvers. C'est que à la fin de la Première Guerre mondiale, s'est installé au Parlement, au Palais de la Nation, un conseil ouvrier sur le modèle des conseils ouvriers de la révolution spartakiste. Et, alors c'est pas encore le modèle puisqu'on est à la fin de la Première Guerre mondiale, mais c'est ce qui va inspirer aussi le modèle dans leur version démocratique, qui n'a pas duré longtemps, des soviets lors de la révolution russe. Et donc ça veut dire, je ne sais pas si vous imaginez, c'est incroyable qu'au Palais de la Nation, donc au Palais Royal, en face du Palais Royal,
Place Royale à Bruxelles, il y a un siècle. C'était un mélange de soldats, d'ouvriers, ont décidé que c'était eux-mêmes, eux les citoyens, qui devaient décider. Alors ça, franchement, pour répondre très précisément à votre question, je ne pense pas que ça a failli marcher. Hein. Donc on n'a pas... le succès n'était pas au rendez-vous, c'était tellement révolutionnaire et tellement, comment dire, contestataire et en rupture avec ce qu'on connaissait, que c'était pas un succès, c'était pas un modèle qui a presque réussi, mais par contre c'était un modèle terriblement disruptif. Et je vais vous dire, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a un lien. On pense toujours, il y a l'histoire héroïque du suffrage universel en 1919-21. Je dis toujours, en fait, on voit ça comme l'Iliade, mais en fait, c'est vraiment l'Odyssée, hein. Parce que c'est parce qu'il y a ce Conseil ouvrier, c'est parce que il y a des remises en cause bien plus substantielles que le suffrage universel, qui viennent de l'Est, qui viennent de la révolution spartakiste, qui arrivent là, bientôt, qui sont en train d'arriver de Moscou, qu'on fait le suffrage universel. Donc même, en fait, il y a quelque chose de presque tragique à la démocratie belge. Parce que d'abord, il faut toujours une guerre pour qu'elle avance, mais il faut aussi une peur terrible. C'est pas tant par amour et enthousiasme du droit de vote pour tous, que les mecs, mais c'est pas tant par amour de l'égalité qu'on donne le suffrage universel. C'est par crainte que si on ne le fait pas, arrive pire. Et là, il y a la dimension vraiment tragique de la démocratie belge. C'est qu'il faut qu'il y ait un malheur, une guerre, mais il faut aussi qu'il y ait une peur terrible. On la donne pas tellement positivement dans la joie, l'allégresse et les lendemains qui chantent. On la donne parce qu'on a craint des lendemains qui seraient pires. Les parlementaires n'ont pas, il me semble avoir lu ça dans un de vos écrits, n'ont pas eu l'occasion de voter à un moment donné sur une réforme qui aurait pu déboucher sur le référendum. Ah, ils ont eu plein d'occasions, hein, et notamment la révision de la Constitution. Comment dire, ils ont eu plein d'occasions. Oui, si la question c'est est-ce qu'ils ont eu l'occasion, alors là oui, ils ont eu plein d'occasions de rencontrer la belle qu'ils n'ont pas saisie. Et notamment, on vient de parler de la réforme de 1919-1921, la face phosphorescente de cette réforme, c'est l'octroi du suffrage universel aux hommes. Mais en fait, la face cachée de cette réforme, c'est pas seulement le fait qu'on l'a fait parce qu'on a peur des révolutions qui arrivent de l'Est, mais aussi on l'a fait et finalement on s'arrête à une démocratisation plus profonde, parce que sur la table, il y avait des propositions très généreuses, très modernes d'ailleurs, de démocratie directe, de consultation populaire, de référendum, qui vont donner lieu à des débats, mais d'une richesse et d'une qualité incroyable, parce que je vais vous dire, c'est ça qui m'a fait d'ailleurs changer d'avis quand je vous racontais qu'au départ, c'était une thèse classique sur la démocratie représentative, et puis je me suis dit, mais je vais aller quand même questionner cette démocratie représentative un peu plus avant. C'est que finalement, à cette époque, on a conscience que démocratiser le gouvernement représentatif, c'est plus que le suffrage universel. On a conscience, et ça, ils le disent, hein, enfin, je veux dire, les parlementaires l'échangent, on a conscience que si on ne fait que ça ne sera pas suffisant. Dans la joie ou dans le regret. Il y a ceux qui ont en fait surtout pas envie d'aller plus loin, parce que bon, déjà, tout le monde va pouvoir aller dans les bureaux de vote. Alors, c'était déjà le cas depuis la fin du 19e siècle, parce qu'il y avait le suffrage plural. Mais là, c'est tout le monde va pouvoir y aller de manière égalitaire. C'est déjà beaucoup pour les élites en place. Et donc, on veut pas plus. On va pas en plus laisser décider les gens. Non, mais quand même 2 secondes. Donc ça, c'est dans la crainte. Et il y en a qui le savent et qui le veulent. Ceux qui défendent la consultation populaire et le référendum, c'est précisément parce qu'ils disent « Eh oh, ça ne suffit pas ». Nous, dit par exemple un député que j'adore de l'époque socialiste, celui-là, enfin POB, comme on disait à l'époque, Troclet, lui dit « On n'est pas des petits dieux. On n'est pas des petits dieux, nous, ici, dans les assemblées. On doit pouvoir, si c'est nécessaire, revenir vers nos mandants. » Et donc, ceux-là, c'est dans l'enthousiasme, en fait. Ils savent qu'il faut dépasser le simple suffrage universel pour arriver à un système réellement démocratique. Encore une fois,
les uns, c'est en le soutenant, les autres, c'est en le craignant, mais tout le monde le sait. Et ce qui est vraiment impressionnant, c'est la rapidité avec laquelle on a oublié ce fait simple, que le droit de vote est nécessaire à la démocratie, mais qu'il n'est pas suffisant. Et encore une fois, tout le monde, quel que soit le bord politique, philosophique, tout le monde sait ça. Et puis, par la suite, eh ben, on va oublier ça, en fait. On va oublier. On aura quand même c'est une belle occasion, mais c'est trop tendu, en fait, pour qu'on en fasse quelque chose de durable. C'est la consultation populaire sur la question royale. C'est quand même, c'est assez remarquable qu'à ce moment-là, ça soit vu comme un moyen légitime et un moyen de sortir de la crise. Et je pense, parce que de nouveau, chaque fois qu'on reparle de la démocratie directe, désormais c'est en des termes craintifs et apocalyptiques où on invoque notamment le trauma de la consultation royale, de la consultation populaire sur la question royale. Moi, je pense que c'est immérité, ça, parce que quand on se replonge dans les livres d'histoire, on était au bord de la guerre civile. Donc, moi, je pense que ça a aidé, en fait, à résoudre cette crise. Ceux qui invoquent le fantasme noir de la consultation populaire de 1950 pour repousser encore et toujours la démocratie directe dans notre pays se trompent, en fait. Ce qui a été un trauma, c'est la question royale. Mais la consultation populaire, ça a été, à mon avis, un remède pour sortir de ce trauma. Et ils confondent les deux. On pourra revenir sur la question communautaire propre à la Belgique un peu plus tard. Je voudrais d'abord vous citer quelques chiffres, quelques données issues de sondages respectivement en Suisse et en Belgique pour susciter votre réaction. En Suisse, 91% de la population se dit assez intéressée ou très intéressée par la politique. L'initiative populaire, le référendum sont des mécanismes très appréciés, plus de 80% d'opinions favorables dans chaque cas. En Belgique, 7 Belges sur 10 se méfient de la politique, voire éprouvent un sentiment de dégoût à son égard. Oui, bah écoutez, voilà. Et on pourrait citer aussi le chiffre que de plus en plus effrayant du nombre de Belges qui considèrent qu'un leader fort serait une solution, hein, parce que pour moi, c'est les mêmes causes. La faible démocratisation qui se traduit par le fait que, notamment, on ne fait pas décider les gens directement par consultation populaire ou mieux encore par référendum, aboutit à un rejet manifeste du système démocratique, soit parce qu'on se désintéresse de la politique, les chiffres que vous citez, soit parce qu'on croit qu'on se trompe, en fait. On se trompe entre, comment dire, notamment les jeunes, ce qui me désespère en tant que professeur à l'université, c'est que il y a une confusion sur le fait que ça ne fonctionne pas. Et bien, puisque ça ne fonctionne pas, la cause, c'est la démocratie. Donc, écartons la démocratie, faisons le leader fort, retournons à un modèle de leader fort qu'on a connu, en fait. Hein. C'est vraiment une amnésie collective, parce que la figure du leader fort, on connaît dans ce pays. Notre moment démocratique, il est court par rapport aux leaders forts. La plupart des leaders forts en Europe se sont succédés chez nous dans l'histoire de notre contrée. On les a eu tous. On a eu Clovis, on a eu Charlemagne, on a eu Charles Quint, on a eu Joseph II. Enfin, bref, on a déjà donné dans le leader fort. Donc c'est très effrayant de voir à quel point on a la mémoire courte. Et donc, les chiffres grimpants, galopants sur le fait d'une adhésion à un leader fort, c'est aussi la conséquence de la faible démocratisation de notre gouvernement représentatif et donc de la faible adhésion à ce gouvernement représentatif. Et je pense aussi presque de sa mauvaise compréhension, encore une fois, notre gouvernement représentatif a été faiblement démocratisé il y a un siècle, alors que tout le monde savait qu'il fallait, dans la joie ou dans le regret, dans la peur ou dans l'enthousiasme, qu'il fallait faire plus. À partir de cette date, on oublie. Le suffrage universel aspire notre charge démocratique. On fait comme si on était tombé dans la démocratie comme Obélix et que finalement les questions de référendum, de ces choses un peu ennuyantes, enfin non, on n'a pas besoin de ça. Ça, c'est une erreur historique sur laquelle on doit revenir, parce que sinon, l'insatisfaction, et ça on le voit, c'est le moment où on est maintenant, l'insatisfaction sera de plus en plus grande, et donc du coup le rejet du modèle, et alors
en se trompant, le rejet de la part démocratique du modèle, alors que c'est l'autre part qu'il faut rejeter. C'est ce qui reste d'aristocratique dans notre gouvernement représentatif et ce qu'on n'a pas démocratisé. Et donc, je connaissais les chiffres belges, mais je ne connaissais pas les chiffres suisses. Et c'est donc une très bonne nouvelle, parce que ça veut dire que ça fonctionne. Et que, de fait, il y a quelque chose de surréaliste, peut-être de nouveau de surréaliste à la belge, à ne pas plus s'inspirer de ce pays, qui est un petit pays, qui a vécu historiquement des choses similaires aux nôtres, puisque nous, on a toujours dû se défendre, en fait, de plus grand que nous, de plus imposant que nous, de plus fort que nous, qui est un État fédéral. Parce que souvent, on va y venir, les problèmes communautaires sont opposés comme un obstacle à plus de démocratie directe dans notre pays, alors que la Suisse nous montre là, à côté, que non seulement c'est faisable, mais qu'en plus, ça produit des effets favorables, comme ces chiffres l'indiquent. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire, au fond, que la pratique régulière de référendum, comme en Suisse, est la suite logique des principes à la base du suffrage universel? C'est plutôt dans l'autre sens, c'est qu'il y a des principes de base, la reconnaissance de la capacité politique des citoyens et citoyennes et de leur rationalité. C'est ça qui fait qu'on donne le suffrage universel, parce que si on les croit incapables ou irrationnels, pourquoi est-ce qu'on leur donnerait le suffrage universel? Et du coup, comme on reconnaît cette capacité et cette rationalité, il faut aussi leur permettre de décider eux-mêmes. Donc, c'est le ministre de l'époque, dont je crains d'écorcher le nom, donc je vais juste citer son titre, qui dit « En démocratie, on ne redoute pas le peuple ». Mais ça, c'est vrai. En démocratie, on ne redoute pas le peuple. C'est ailleurs qu'on redoute. C'est dans les dictatures, les despotismes, les oligarchies, les aristocraties. Là, on redoute le peuple. En démocratie, on ne redoute pas le peuple. Et donc, comme on ne redoute pas le peuple, et qu'on le croit capable, et qu'on le croit rationnel, il faut lui donner le droit de vote, bien sûr, le droit d'être élu aussi, hein, c'est le droit d'éligibilité, le droit de s'exprimer, la liberté d'expression et tout le corpus des droits de l'homme, mais aussi, il faut lui accorder la capacité, la possibilité, la reconnaissance de pouvoir faire lui-même ou elle-même ses arbitrages politiques. Ou sinon, on est dans une espèce de... On reste dans une conception de fond, soit de paranoïaque du peuple, soit de paternaliste du peuple. Et ça, il faut changer. Et donc vous allez jusqu'à la reconnaissance de la capacité des citoyens à décider des questions politiques ou d'orientation collective. Absolument, absolument. Moi, je suis tout à fait favorable à ça. Et vous savez, même il y a un siècle, c'est pour ça qu'il faut toujours travailler avec l'histoire, ça évite la myopie. Déjà, il y a un siècle, on invoquait les adversaires du référendum et de la consultation populaire, invoquaient la complexité des questions. Alors que, vous voyez, de nouveau, maintenant, actuellement, souvent, on oppose la complexité. Les gens ne seraient pas capables. Les problèmes sont trop complexes. Mais déjà, il y a un siècle qu'on considérait ça. On considérait, par exemple, les problèmes des loyers, c'était trop complexe. Actuellement, on va dire que, par exemple, les questions institutionnelles sont trop complexes. Les affaires européennes, c'est trop complexe. Mais donc, encore une fois, on retombe sur la même question. C'est que si la politique est trop complexe pour les gens, c'est qu'on ne reconnaît pas la capacité politique. Mais alors, pourquoi on leur donne le droit de vote? De nouveau, c'est assez simple. Et à l'inverse, moi, je suis intimement persuadée, je suis un peu seule sur cette question-là, mais c'est pas grave. Je suis juriste, je l'ai dit en début d'entretien. Moi, je suis persuadée que la complexité, notamment la complexité du droit, c'est la conséquence de la faible démocratisation. Donc, en d'autres termes, on invoque la complexité des questions politiques et aussi, il ne faut jamais aller loin, c'est aussi la complexité des questions juridiques. Et de fait, comment consulter la population belge, par exemple, sur la COCOF, qui reste un des modèles les plus compliqués de toute l'histoire institutionnelle universelle du monde et de ses environs. Mais moi, je dis que je le vois d'une autre manière. Si on avait impliqué les citoyens plutôt, déjà une fois, et plutôt dans la construction du fédéralisme belge, on ne serait pas arrivé à cette espèce de modèle qui semble, pardonnez-moi, mais sorti de la tête d'un savant fou dans un film expressionniste allemand des années 30. Parce que quand vous, et ça ils le disent tellement bien,
le disent très bien les partisans de la démocratie directe il y a un siècle. Ils le disent, ils énoncent bien une de ces qualités de la démocratie directe, de la démocratie référendaire, c'est que les élus doivent être beaucoup plus comptables de ce qu'ils font. Quand vous faites un mécanisme de démocratie directe, de toute façon, il ne tombe pas tout seul. Soit c'est à partir d'une décision prise par les élus, soit les élus, par la suite, devront le traduire. Et de toute façon, l'idée, c'est qu'il y ait des campagnes référendaires, comme en Suisse, et que les élus et les partis politiques se prononcent. Mais donc, une fois que vous mettez la démocratie directe, et vous devez expliquer, vous devez simplifier, vous devez être capable, en fait, tout simplement, d'expliciter vos motivations politiques. C'est un des grands problèmes de la politique belge actuelle, et notamment des parlementaires. Je suis sûre que, et je ne leur jette pas la pierre, parce que je ne pense pas que c'est de nouveau cette surexécutivisation, mais j'ai très souvent envie d'aller me planter avec un micro à la sortie de la Chambre, du Parlement wallon, du Parlement bruxellois, quoique le Parlement bruxellois ne décide plus grand-chose pour le moment, malheureusement. Mais donc, en demandant aux parlementaires pourquoi vous avez voté ce que vous avez voté. Au fond, expliquez-moi un peu le projet de loi-programme de centaines d'articles. Vous pouvez m'expliquer à moi, citoyenne? Eh bien, et c'est dramatique dans la plupart du cas, ils ne sauront pas le faire. Dans la démocratie directe, et encore une fois, les députés et sénateurs de l'époque qui étaient partisans de la démocratie directe le présentaient comme un des arguments de la démocratie directe. Cela oblige les élus à faire œuvre de pédagogie politique et d'être transparents. À l'époque, on ne disait pas transparent, mais on parlait encore de publicité au sens constitutionnel du terme, c'est le fait d'être public et donc de rendre ses motivations publiques, ses expressions publiques, ses intentions publiques. La démocratie donc référendaire oblige à être beaucoup plus transparent. Et encore une fois, vous ne pouvez pas alors du coup aboutir, à mon avis, à un modèle institutionnel aussi complexe que le nôtre, parce que si on avait dû consulter les gens, les élus auraient dû expliquer le modèle, et donc il aurait été plus simple. En boutade, je dis souvent, la prochaine réforme de l'État, avant de voter quoi que ce soit, vous venez soumettre votre modèle à mes étudiants de 20 ans. S'ils comprennent, vous continuez. S'ils comprennent rien, vous allez revoir votre copie. Donc, pour synthétiser ma réponse à cette question, la complexité du droit, des questions politiques, de je ne sais pas quoi, comme obstacle à la démocratie référendaire, c'est confondre l'œuf et la poule. Les choses sont aussi devenues complexes et souvent illisibles, incompréhensibles pour le commun des mortels, parce que le gouvernement, la décision politique n'est pas assez démocratisée. À l'inverse, si on implémentait plus de démocratie directe dans notre système, cela obligerait tous les intervenants de la décision politique à être beaucoup plus simples, beaucoup plus clairs, beaucoup plus pédagogues, et donc ça contribuerait en fait à démocratiser non seulement le processus politique, mais aussi en fait la décision politique, et ça aurait un impact sur le contenu, et c'est très bien. En Belgique, depuis quelques années déjà, ce sont plutôt les assemblées tirées au sort qui semblent être une perspective de renouveau démocratique. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Alors ça c'est le cas, ça c'est tout à fait vrai qu'on avance, et c'est très bien. À mon avis, on avance du côté de la démocratie aléatoire, puisque la communauté germanophone d'abord, le Parlement bruxellois, pas que le Parlement bruxellois d'ailleurs, parce que c'est la région, la COCOF, la COCOM, qui se sont lancés dans la démocratie aléatoire, puis la région wallonne a suivi, et enfin, dernièrement, la Chambre et le Sénat. Donc on devient le mât de cocaïne du tirage au sort, ce qui est très bien. Mais par contre, ce que je trouve dommage, c'est que on s'arrête là, et il y a beaucoup, alors que ce soit parmi les partis politiques, les élus, les associations, même les citoyens, qui considèrent que c'est l'un ou l'autre, que puisqu'on a avancé sur le tirage au sort, eh bien du coup, ça voudrait dire qu'on pourrait reléguer au placard la démocratie directe. Et ça, moi, je pense que ce serait vraiment une erreur, parce que au fond, c'est le combo qui est intéressant, parce que le tirage au sort permet un processus délibératif, c'est-à-dire des échanges d'arguments, une analyse, des échanges d'opinions que ne permettent pas la démocratie directe, à l'évidence.
Mais le tirage au sort, ça reste une forme de représentation. En d'autres termes, si on institue le tirage au sort en Belgique de manière générale et systématique, et si on institue, ce que j'espère, la démocratie directe en Belgique de manière générale et systématique, bien sûr que je participerai à une consultation populaire ou un référendum dans ma vie. Par contre, les chances que je participe à un panel citoyen sont faibles. Tout simplement parce qu'encore une fois, un panel, c'est on sélectionne selon 45, 40, 30, voilà. Et donc, les panels sont très intéressants, mais ça reste de la représentation. La démocratie directe est hyper intéressante parce que ça permet que tous participent. Donc, ça formule la même promesse d'égalité que le suffrage universel, puisque tout le monde va participer à ce référendum ou à cette consultation populaire. Par contre, c'est vrai que la critique qu'on peut faire à la démocratie directe, c'est qu'elle n'est pas délibérative. On ne sait pas mettre tous les électeurs, tous les votants en position de discuter les uns avec les autres. C'est pour ça que le mélange des deux est très intéressant et qu'il ne faut pas que l'un exclue l'autre. C'est ensemble, c'est complémentaire, à mon avis. C'est ça. Donc vous ne diriez pas que les assemblées tirées au sort sont un complément utile, nécessaire pour rendre plus délibératifs les référendums qui restent le dispositif démocratique de démocratisation principal par rapport au tirage au sort? J'ai pas, je pense pas que je fais d'échelle de valeur et je pense que je n'ai pas envie d'en faire. Parce que dans le fait, pour tout à fait clair, je trouve qu'on oppose trop maintenant. La démocratie est une. Hier, j'ai eu, ça a l'air d'être un coq à l'âne, mais j'ai une fuite d'eau dans ma cuisine et ça m'a fascinée comme l'eau trouve toujours ses chemins. C'est impressionnant parce que ça a coulé dans ma cuisine parce que j'avais refait le toit. Et comme l'eau, quand il y a une fuite, en fait, elle passera toujours. C'est l'inverse de no pasaran, c'est pasaran. Elle passe toujours. La démocratie, c'est la même chose, c'est comme l'eau. La démocratie, elle est une, et en plus, je crois, j'espère, qu'elle passera, elle trouvera toujours son chemin. Et si on est d'accord avec ça, si on est d'accord avec cette idée démocratique qui suppose la capacité et la rationalité de tous et toutes, je n'ai pas envie d'opposer les mécanismes de démocratie parce que, encore une fois, ils remplissent des fonctions différentes et que je trouve vraiment intéressant de les combiner pour les raisons que je viens d'expliquer. Donc, et je pense que c'est une erreur de les hiérarchiser parce que depuis, et ça commence à faire de nombreuses années que je travaille sur ce sujet, une des choses qu'on reproche à la démocratie directe, c'est précisément ça, c'est qu'elle n'est pas délibérative. Et je peux entendre ça. Et c'est pour ça que c'est important de lui adjoindre des mécanismes de tirage au sort. Et à l'inverse, même s'ils sont moins nombreux, les défenseurs, pour des raisons que je ne comprends pas, les défenseurs de la démocratie directe, au tirage au sort, on peut lui opposer, et c'est le cas, et c'est vrai, c'est que ça reste un système de représentation, et notamment un système de représentation qui dépend de toute une série du volontariat, voilà. Mais donc, c'est pour ça que c'est important de postuler, à mon avis, leur complémentarité, pour qu'on ne puisse pas, encore une fois, ce qu'on fait depuis 2 siècles dans ce pays, opposé soit qu'il n'est pas représentatif, soit qu'il n'est pas délibératif, et que c'est important de parier sur les forces combinées des deux processus. Et donc, vraiment, je pense, quand je dis qu'ils sont complémentaires, dans complémentaire, il y a co, et donc ça suppose qu'on les mette sur le même pied d'égalité. Ok, donc les assemblées tirées au sort et le référendum sur un pied d'égalité comme dispositif complémentaire. En ce qui concerne les référendums, il y a plusieurs types de référendums qui existent, d'initiatives populaires, veto citoyen et d'autres encore. Est-ce que vous avez une analyse particulière par rapport à ces différents types de référendums? Alors, je trouve que c'est une des questions vraiment compliquées. C'est que une fois que on a fait accepter l'idée que la démocratie directe serait souhaitable, il faut encore se retrouver dans la jungle en fait des mécanismes parce qu'il y en a beaucoup.
Et j'ai pas de réponse définitive là-dessus parce que de fait les instruments sont très multiples. Mais par contre, il y a une comparaison qui m'aide à penser cette question-là, c'est que finalement en Belgique, on a déjà eu des avancées démocratiques qui sont vraiment importantes et vraiment intéressantes et qu'on a tendance à oublier parce qu'elles ont lieu à l'échelon local. C'est les avancées et qu'elles sont thématiques par ailleurs. C'est les avancées démocratiques qu'on a faites en matière d'urbanisme, aménagement du territoire, enquête publique. C'est ce que j'appelle moi la démocratie flower power, parce qu'en fait c'est dans les années 60, il y a déjà eu un mouvement, les années 60 et 68, c'est ça aussi, c'est plus de pouvoir, plus de démocratie participative, ce qu'on a traduit dans les textes maintenant régionaux, région bruxelloise, région flamande, région wallonne, qui permettent aux habitants d'être consultés dans l'aménagement, les projets d'aménagement de territoire et qui les concernent autour d'eux. Et pourquoi je parle de ça maintenant? Mais parce que la comparaison de cette démocratie-là qui fonctionne, dont on peut reconnaître les mérites, entraîne certaines conclusions. C'est que cette démocratie-là, elle est toujours là et elle fonctionne, première chose, parce qu'elle est prévue par du droit. Et en fait, la première chose qu'il faudrait faire, que ce soit pour le tirage au sort et pour la démocratie directe, c'est que le droit se saisisse clairement de ces questions. Alors vous allez me dire, bah, évidemment, Mme Bourgault n'est pas en train de dire qu'on va faire un référendum comme ça. Bah, en Belgique, c'est pas si évident, puisque je rappelle qu'on a fait une consultation populaire tout d'un coup comme ça, avec une loi en 1950 et puis plus rien. Si on se base sur le tirage au sort, waouh, alors on se dit que le chemin va être encore long, parce qu'une fois c'est fait comme ça, sui generis, oh, on crée un panel, oup, youpla youp barba truc. Ou bien on fait ça dans un règlement d'assemblée. Le plus abouti qu'on ait, c'est un décret du côté germanophone ou des lois du côté fédéral. Mais dans la Constitution, on n'a toujours rien. Or, encore une fois, c'est parce que quand je me suis dit, mais cette démocratie, et plus exactement, c'est à l'invitation de Larot, qui est, comment dire, à la pointe de cette démocratie flowers, powers, depuis les années 60-70, que j'ai comparé les dispositifs, je me suis dit, mais ça, c'est la première chose qu'on doit faire, c'est que le cadre juridique doit être clarifié. Parce que pour le moment, waouh, c'est vraiment le brol, quoi. C'est le bricolage, que ça soit du côté de la démocratie directe ou que ce soit du côté du tirage au sort. Et pour ne plus faire du bricolage, il faut donc que les choses soient clarifiées et pas n'importe où. Il faut que cela soit clarifié dans la Constitution. Parce que tant qu'on n'aura pas créé des nouveaux droits politiques, ça sera des instruments qui sont utilisés par le pouvoir, au fond. Parce que, de nouveau, j'ai l'impression qu'on réinvente la pluie. Je suis très aquatique pour pas créer aujourd'hui, mais on réinvente la pluie parce que si on transpose au suffrage universel, on n'aurait quand même pas imaginé qu'on fasse une expérience de suffrage universel. Une commune va, avec une société privée, organiser un scrutin, et puis on laisse de ce côté-là. Et puis, tout d'un coup, on va faire une fois des élections par une loi, mais on ne peut pas le mettre dans la Constitution. On le fait une fois parce qu'on doit sortir de crise et puis on ne fait plus rien. Une assemblée prévoit le suffrage universel dans son règlement d'assemblée. Mais on n'aurait jamais imaginé ça. Donc, je fais cette comparaison pour montrer à quel point on ne prend pas au sérieux les autres droits politiques en sus du droit de vote. Et ça, c'est inacceptable, en fait. C'est tout simplement inacceptable en termes de principe. La première chose qu'il faut, en tant que juriste, je travaille plus sur cette question-là, c'est que c'est pas tant de savoir est-ce que ça doit abrogatoire initiative, c'est où on met ça et comment on le fait. Et donc, il faut que ces droits, qu'on crée des droits politiques pour la démocratie directe, pour le tirage au sort, dans la Constitution. Tant qu'on n'a pas fait ça, on fera... quand je suis de bonne humeur, je dis du brol et du bricolage. Quand je suis de mauvaise humeur, je dis on fait un scandale, en fait. On fait vraiment quelque chose qui est inacceptable. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose qu'apprend la comparaison entre cette démocratie flower power et ces expériences, on ne sait plus très bien comment les appeler, sporadiques, à un niveau oui, à un niveau non, etc., c'est que ce qui marche, c'est le côté systématique. Je crois vraiment qu'il faut, d'ailleurs la Suisse l'apprend aussi, il faut, plus on aura, et même les peu d'exemples qu'on a nous l'apprennent, la consultation populaire régionale, il n'y a pas de droit
créé et ce n'est pas systématique. Bilan, bah, il se passe rien. Or, c'est depuis maintenant plus de 10 ans qu'on a créé. Et qu'est-ce qu'on a attendu, hein, la consultation, et ce n'est que la consultation populaire, on n'est pas encore en train de parler de référendum. Mais donc la consultation populaire régionale, depuis plus de 10 ans, rien. Alors, pas de cadre juridique adopté du côté flamand, un cadre très récemment prévu enfin du côté bruxellois, après 10 ans il était temps, un cadre wallon assez rapide du côté wallon, mais pas de consultation populaire. Pas de consultation populaire. Donc tout ça pour ça, après tant d'attentes, tant de réflexion, tant d'avis de la section de législation du Conseil d'État, d'intervention. Bref, ce que ça nous apprend, c'est qu'il faut quelque chose de systématique. Il ne faut pas attendre que ça soit d'initiative citoyenne, soit d'initiative des élus. Il faut en fait prévoir, comme dans la démocratie flower power, à tel moment, quand on atteint, il y a un projet de telle dimension, quantifié de telle manière, voilà, tout de suite, il y a consultation. Et la troisième chose qu'on pourra rajouter, pour enfin en passer aux choses sérieuses, c'est que non seulement il faut créer des droits politiques dans la Constitution, il faut quelque chose de systématique, mais enfin, il faut clarifier la question de la répartition des compétences. Alors, c'est très lié à la constitutionnalisation, mais c'est pas tout à fait la même question. C'est qu'on perd beaucoup de temps et d'énergie parce qu'on n'a pas clarifié qui peut faire quoi où. Pourquoi le Bruxelles fait ça par règlement, la communauté germanophone fait ça par décret, les autres ne savent pas très bien et surtout n'ont pas envie de faire quelque chose? C'est parce que on n'a pas clarifié la question de qui pouvait faire quoi sur le modèle démocratique. Ce qui est quand même lourd de sens quand on est réfléchi de la maigre attention qui est portée à cette question. Parce que, pour pas être trop longue, on a créé l'autonomie constitutive qui est ni très autonome, ni très constitutive, et donc qui de toute façon n'est pas claire. Donc évidemment que ça fournit des sauts entiers d'arguments pour ceux qui ne veulent pas avancer. Mais non, c'est pas les entités fédérées qui peuvent le faire, mais si, mais non, mais c'est l'État fédéral. Et en d'autres termes, il y a un personnage dans l'histoire constitutionnelle que j'aime beaucoup, qui me sert beaucoup, qui s'appelle Charles Wust. Il était contre toutes les réformes. Il était contre la consultation populaire, contre le suffrage universel. Enfin, c'était un idéal type conservateur, élitiste. Et ce qui est profondément interpellant en Belgique, c'est qu'à défaut de clarification sur la répartition des compétences, on n'a même plus besoin d'un Charles Wust pour être dans le statu quo. Parce qu'en fait, on n'a même pas besoin de sortir avec des arguments de fond, puisque l'ingénierie et la complexité de l'ingénierie, de savoir qui peut faire quoi ou comment, suffit à elle-même pour être plus bloquante, pour être plus stagnante qu'un Charles Wust lui-même. Donc, pour avancer, ce que j'espère, il faut, parce qu'en démocratie, on ne redoute pas le peuple et on parie sur, un, sa capacité et deux, sa rationalité. Il faut prévoir des droits politiques et les prendre au sérieux, comme on l'a fait sur le suffrage universel. Il faut des mécanismes systématiques, parce que le reste, ça ne fonctionne pas, en tout cas en Belgique, où en plus on n'a pas de culture de ça. On le voit bien avec la consultation populaire régionale. On pourrait parler aussi de la consultation populaire communale, voilà, et provinciale, inusitée à ma connaissance, la provinciale, je veux dire. Et troisième chose, c'est qu'il faut absolument clarifier la question de la répartition des compétences. D'accord, je ne suis pas certain de vous avoir bien compris sur le caractère systématique. Si je vous comprends bien, ça voudrait dire que vous n'êtes pas particulièrement favorable à ce qu'on instaure en Belgique un référendum d'initiative citoyenne, puisque ce n'est pas systématique, ça dépend effectivement de la création d'initiatives par un groupe de citoyens, une organisation, de même que le référendum abrogatoire. En fait, par systématique, je veux dire que son déclenchement doit être automatique. Par exemple, en matière constitutionnelle, c'est une des choses que je défends, c'est que toute révision constitutionnelle soit approuvée par référendum. Mais là, vous voyez, c'est automatique. Il faudra pas, parce qu'une autre variante, pour bien comprendre, vous avez raison, parce que c'est toujours un peu technique. Prenons même la Constitution. On peut très bien se dire, toute révision de la Constitution doit être approuvée par référendum. Caractère automatique ou systématique. Ou bien on dit, une révision de la Constitution devra être approuvée par référendum si un certain nombre de citoyens le demandent.
Hein, donc il y a le côté non systématique, il faut une initiative. Soit encore on dit, il faut, parce qu'il y a doute par exemple parce que la Chambre et le Sénat s'opposent, eh bien, dans certains cas, c'est les élus qui peuvent déclencher la consultation des électeurs sur une révision de la Constitution. Ça, c'est déjà 3 choses. Et là, on est d'ailleurs en aval de la révision de la Constitution. En termes d'initiative citoyenne, il pourrait y avoir aussi le fait que des citoyens déclenchent une révision de la Constitution. Tous ces facteurs, ces scénarios-là, je ne dis pas que je suis contre, parce que c'est très bien évidemment qu'il y ait des initiatives citoyennes. Je dis que pour que ça soit effectif, et certainement dans un cadre comme le nôtre, parce qu'on perd du temps en fait, on n'a pas de culture, et on perd, je trouve, la culture même du vote. Regardez les abstentions, donc même le grand moment démocratique pour nous, c'est le droit de vote, et regardez, il fait tellement de moins en moins sens qu'on la perd, cette culture-là, alors qu'on est en plus dans un pays de scrutin obligatoire. Et donc, certainement, parce qu'en Suisse, c'est habituel, ça fait partie de leurs habitus. Chez nous, non. Et donc, c'est compliqué si vous voulez devenir, je ne dis pas que je suis contre philosophiquement ou théoriquement ou citoyennement les initiatives citoyennes. Je dis juste que je crains que ça ne soit pas suffisant parce qu'on n'a pas la culture et parce que pour que ça devienne justement une habitude, il faut que ça soit systématique, qu'il n'y ait pas de contestation. Et aussi, et enfin, dernier argument, parce qu'on voit, il y a la consultation populaire régionale, elle peut être déclenchée de manière citoyenne, en tout cas en région wallonne et désormais en région bruxelloise. Mais il y a le problème aussi que, franchement, les modalités sont tellement compliquées. C'est un scandale, en fait. Mettre des modalités tellement compliquées, c'est fait pour décourager, alors qu'on devrait encourager. Mais même si c'était pas des conditions aussi décourageantes, il y a qu'on n'est pas un peuple de culture de démocratie directe. Et qu'en plus, autre chose, quand vous faites, vous prévoyez l'initiative citoyenne, en général, c'est en termes de nombre et de représentativité territoriale, il y a toujours aussi un filtre. Vous voyez, toujours. Il y a un filtre. On voit ça avec aussi les commissions mixtes déclenchées par initiative citoyenne au Parlement wallon et au Parlement bruxellois. Il y a toujours un filtre qui est mis, notamment pour vérifier que ça rentre bien dans les conditions. Et donc, entre la difficulté, l'obstacle, qu'il faut déjà une initiative citoyenne, alors qu'on est dans un pays qui n'est pas dans une culture citoyenne. Le fait qu'il y a toujours un filtre, et c'est nécessaire ce filtre, parce qu'il faut quand même vérifier que les conditions qui sont mises, plus l'aboutissement et alors finalement l'issue et l'organisation, ça me semble tellement d'étapes, si vous voulez, alors que si on fait quelque chose de systématique, comme dans la démocratie Flower Power, vous ne dépendez plus en fait de tous ces obstacles. Donc c'est pas en termes philosophiques ou politiques que je suis contre l'initiative citoyenne. C'est parce que c'est plutôt en termes pragmatiques et empiriques que je le suis. Oui, je comprends le côté tout à fait pragmatique. Excusez-moi, pardonnez-moi, je vous interromps parce qu'en plus, encore une fois, l'eau, la démocratie comme l'eau est une. Donc pour moi, l'un n'exclut pas l'autre. Vous voyez, parce que de fait, on ne pourra pas prévoir un côté systématique sur tout. Donc rien n'empêche de dire, dans tel et tel cas, par exemple la Constitution, tout de suite, consultation ou mieux référendum. Ce qui, encore une fois, obligera les élus aussi à mieux communiquer, à plus communiquer, et je pense qu'on arriverait assez rapidement à un modèle institutionnel plus simple, par exemple. Mais ça n'exclut pas, en fait, l'initiative. Que sur le reste, il y a un principe, mais alors encore une fois, il faut que ça soit défini dans la Constitution et que ça soit uniformisé. Parce qu'un des problèmes qu'on a dans ces nouvelles formes de démocratie, c'est que comme chacun y va sans cadre, comme il n'y a pas de constitutionnalisation, eh bien chacun y va un peu en freestyle et ça devient difficile de comprendre les outils que l'on peut mobiliser à tel endroit où ça ne va pas. Il faudrait alors qu'il y ait un principe de caractère systématique de la consultation directe de la population dans tel cas, et puis au moins un cadre commun, par exemple, je sais pas, 25% de la population, vous voyez, mais quelque chose de fixe et de clair dans la Constitution et qui vaut à tout niveau de pouvoir. C'est ça d'ailleurs créer des droits politiques, hein.
Créer des droits politiques, c'est ça. C'est que ça ne dépende pas ni d'une décision de telle ou telle entité, ni de film, ni de machin. On crée des droits. Oui. D'accord. Donc le référendum obligatoire sur toute modification constitutionnelle répondrait à ce critère Oui. de systématicité. Le référendum financier organisé en Suisse également au niveau cantonal ou communal qui prévoit l'organisation systématique d'un référendum à partir d'un certain montant de la dépense publique répondrait également à ce type de critères. Donc. Alors, vous savez, il y a de nouveau quelque chose d'incroyable en Belgique. C'est que j'en parlais encore à mes étudiants quand j'ai donné le cours d'histoire du droit. Les premières formes de citoyenneté dans nos contrées se sont exprimées sur le financier. Dans l'histoire politique et juridique, mais ça je pense que c'est partout d'ailleurs, du monde en fait, c'est les questions d'impôts, de redevances, de taxes qui ont été toujours les plus tendues, et donc c'est elles qui ont fait l'objet des premières revendications de type plus démocratique. Et là, dans la période dans laquelle je suis, c'est très simple, c'est la redevabilité des paysans et encore plus des serfs, des tenanciers par rapport aux seigneurs, chartes, les premières franchises, les premières villes, non, c'était pas une des premières, mais on clarifie les obligations des uns et des autres et on rend prévisibles les charges qui sont dues aux seigneurs. C'était important parce que les seigneurs étaient des rapaces, ils se conduisaient mais n'importe comment. Voilà. Et donc, les premiers jalons de l'émancipation individuelle dans nos contrées, ça a été de pouvoir imposer des chartes et limiter l'arbitraire seigneurial. Et c'était sur des questions fiscales et des questions financières. Même chose quand les États, ici du Hainaut, les États de Brabant, les États de Namur, etc., se créent par rapport à tous les souverains étrangers qui viennent faire comme s'ils étaient chez eux, alors qu'ils ne sont pas chez eux, les Espagnols, les Bourguignons, les Français, bref. Eh bien, les États visent à moduler, modérer les prétentions fiscales financières. Et par la suite, et ce n'est pas un hasard, dans notre Constitution, on entoure les questions budgétaires, fiscales, de précautions particulières pour être sûr que nos parlementaires puissent en parler, parce que nos parlementaires incarnent notre citoyenneté. Donc, pour résumer, dans l'histoire de la philosophie politique et du droit public, les questions financières et publiques et fiscales, budgétaires, ont été à l'avant-garde et à la pointe de ces questions-là. Et alors ça, je trouve absolument incroyable. Dans l'avancée de la démocratie directe en Belgique, c'est l'inverse. On exclut les questions fiscales, budgétaires, financières. C'est le cas dans la consultation populaire communale, c'est le cas de la consultation populaire provinciale, c'est le cas de la consultation populaire régionale. Alors que, en plus, plus basiquement encore que ce long énoncé de l'histoire juridique de ce pays, on sait très bien que l'argent c'est le nerf de la guerre, voilà, tout simplement, ça n'a absolument aucun sens d'exclure les questions financières, budgétaires, d'autant plus à l'heure où on sait très bien, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, c'est la grande question politique. L'argent est au centre du débat, le profit, la privatisation. Donc les questions seront toujours et de plus en plus, et encore plus même qu'avant peut-être, fiscales, financières, budgétaires. Donc je vous dis, oui, franchement, avant même de prévoir un côté systématique, il faudrait déjà, parce qu'on en est loin, enlever cette réserve et cette exception aberrante, anhistorique et tout à fait, pardonnez-moi le mot, mais ridicule, qui fait qu'on empêche les mécanismes de démocratie directe que l'on connaît sur ces questions-là. Parce qu'en effet, il faut au contraire réinvestir et réimputer la démocratie dans ces questions-là centrales. Et c'est d'ailleurs de nouveau dans l'autre sens. C'est parce qu'elles sont tellement si peu démocratisées qu'elles tendent à faire le monde, quoi, à gouverner le monde. Tout à fait. Et donc, par rapport à ce genre de questions-là, effectivement, en Belgique, il y a encore un long chemin pour pouvoir les réintroduire dans le débat public et dans le débat citoyen. Est-ce que vous pensez que certains acteurs, certaines organisations seraient susceptibles de pouvoir un jour soutenir des approches comme les approches référendaires, alors qu'on est dans un système de démocratie sociale Oui, en Belgique, voilà, qui a pris une certaine
une certaine habitude de fonctionner via également des représentants dans le cadre de la démocratie sociale. Et il semble que voilà, la première réaction est plutôt la peur ou la crainte d'être contourné par les outils de démocratie Et directe. c'est ça, si vous voulez, c'est vraiment, je trouve, la grande question actuelle. C'est que, au risque de me répéter, la démocratie est une, mais je constate que dans le gâteau démocratique, si je puis dire, ou c'est pas un gâteau, mais dans le paysage démocratique, les gens se divisent. Donc, de fait, je vous parlais du fait que des associations actives depuis près d'un demi-siècle dans les mécanismes participatifs d'enquête publique, de commissions consultatives, ces associations-là, moi j'ai été amenée à travailler avec elles parce qu'elles voient d'un mauvais œil en fait les avancées des panels citoyens, du tirage au sort, parce qu'elles constatent, et ça c'est le cas et c'est inacceptable, que parfois dans certains dossiers, c'est pour contourner la démocratie qui est déjà en place, les mécanismes de consultation des habitants d'un quartier, hop, une commune fait un panel citoyen ou fait un budget participatif et donc met en rivalité en fait la démocratie. Et donc, certaines de ces associations sont frileuses et se disent, oulala, mais nous, on n'a pas envie d'être pour la démocratie directe ou pour le budget participatif ou pour le tirage au sort. De la même manière, les corps intermédiaires comme les syndicats, qui sont évidemment des outils indispensables de démocratisation et plutôt celle-là du côté des raisons de la démocratie sociale, souvent voient aussi comme une rivalité le fait qu'on puisse faire de la démocratie directe ou de la démocratie par tirage au sort. Donc là, moi vous savez, on critique beaucoup, ça sort complètement du champ juridique, mais on critique beaucoup le fait qu'on est désormais dans une société au XXIe siècle qui fait place à de la libre concurrence dure et de la compétitivité partout. Mais en fait, on fait la même chose. Quand on oppose la démocratie sociale, la démocratie directe, la démocratie délibérative, en fait, on se laisse avoir par cette mentalité, par ces réflexes de rivalité, de compète, et on va être le meilleur. Je veux dire, il faut raison garder, il faut souffler 2 minutes parce qu'encore une fois, la démocratie est une. Et donc, je crois vraiment que pas plus les syndicats, et on pourrait reparler d'ailleurs des partis politiques, parce que je pense que les partis politiques feraient bien aussi eux-mêmes de se démocratiser de manière interne. Les syndicats ne doivent pas voir ces avancées de la démocratie comme des rivaux, comme des concurrents. Sinon, on est foutu. Il ne s'agit pas de concurrence, il ne s'agit pas de rivalité. Sinon, on n'aurait jamais eu le vote des femmes. Enfin, d'ailleurs, quand j'y pense, c'est exactement ça on a déjà fait ça il y a un siècle. On n'a pas donné le vote des femmes en 1919-21 parce que ça faisait de l'ombre au vote des hommes, comme si les hommes, c'était une des raisons, pas la seule. Il y avait aussi le fait qu'on devait rester à la cuisine, qu'on devait apprendre à raisonner, pas seulement s'émouvoir, mais une des raisons, c'était que ça allait faire de l'ombre, comme si on avait moins le droit de vote en tant qu'homme parce qu'une femme l'avait. Eh bien, quand les syndicats, quand les mouvements de la démocratie plus ancienne, quand les partisans du tirage au sort sont contre la démocratie directe, ils se mettent dans un mécanisme de rivalité qui n'a pas de sens, qui n'a pas plus de sens que quand on considère en tant qu'homme qu'on a moins le droit de vote parce qu'une femme l'a. Parce que démocratiser l'État, démocratiser nos structures et démocratiser nos gouvernements représentatifs, tous les démocrates vont y gagner. C'est ceux qui sont contre la démocratie qui vont y perdre. Ça, c'est absolument certain. Et il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas diviser. La démocratie est une. Merci beaucoup, Anne-Emmanuelle Bourgault. Avec plaisir. On est au fin des 17. On a fait les 17. Oui, je pense. Oui. C'est génial, mais dites. Ah non, j'ai oublié une question. Non, on m'a demandé de vous demander de résumer en 1 minute. Non, vous l'avez pas oublié. Allez, bon. Voilà, en 1 minute. Oui, donc ça, je ne sais pas si vous pensez. Tout ce qu'on vient de dire là. Non, pas résumer tout ce qu'on vient de dire, mais résumer un peu votre position quant au dispositif institutionnel. Oui, d'accord. Qui permettrait le renouveau démocratique. Ok. Oui, je repose la question. Oui. Il faudra faire un bon montage là parce que je me suis planté. Mais non. Est-ce que vous pourriez résumer en 1 minute
votre position quant au combo, comme vous avez dit tout à l'heure, de dispositifs institutionnels qui permettraient un véritable renouveau démocratique. Et donc, ce que je pense, c'est qu'il y a un siècle, on a formulé des promesses de démocratisation qu'il faut honorer. Et honorer ces promesses de démocratisation au XXIe siècle, c'est avancer dans la démocratie directe, d'une part, et consacrer la consultation populaire et le référendum, et d'autre part, associer cela avec des mécanismes de démocratie délibérative qui permettent en amont une délibération citoyenne qui peut être en aval approuvée par de la démocratie directe. Les deux mécanismes ne sont pas en rivalité, ne sont pas en concurrence. Et pour qu'on avance dans cette démocratisation, il faut absolument qu'on crée des nouveaux droits politiques dans la Constitution et qu'on arrête de faire du bricolage. Et il faut aussi et surtout se rappeler qu'on a décidé il y a un siècle qu'on avançait dans la démocratie. Et quand on décide cela, on parie sur la capacité et la rationalité des citoyens et des citoyennes et pas sur leur incapacité à comprendre les choses. Merci Anne-Emmanuelle Bourgault. Avec plaisir.